Salut tout le monde, je m'appelle Michel. Je prends le temps aujourd'hui J'avais envie de vous donner mon opinion sur le rapport qui a été déposé par Mme Rinfrette, le protecteur du citoyen, concernant les ressources d'hébergement pour les personnes DITSA. En fait, ce rapport-là nomme le grand manque de ressources adéquates et appropriées pour la clientèle des ITSA et qui offre des services qui sont adaptés à leurs besoins. Ma communauté, en étant famille d'accueil, c'était vraiment mon rêve. Je suis éducatrice spécialisée et je croyais vraiment en l'intégration sociale de mes personnes et j'étais complètement dévouée. C'était vraiment un rêve. J'ai sauté dans cette aventure-là en sachant pas du tout dans quoi je m'embarquais. Premièrement, quand on a envie d'être famille d'accueil, on passe un processus d'accréditation. Soit dit en passant, qui est faite de façon variable pour chaque personne parce que, étant une employée du CIUS, quand j'ai été accréditée, ma démarche d'accréditation a été pas mal plus rapide que d'autres qui ne le sont pas. La première étape, c'est de se rendre à une rencontre d'information où le CIUS nous informe des... En tout cas, ils nous parlent beaucoup à cette rencontre-là de la collaboration qu'il y a entre eux et les familles d'accueil, entre eux, surtout le support, tu sais, quand vous avez besoin, tu sais, de support, on est toujours présent, on est là pour vous. L'important, tu sais, c'est vraiment de demander de l'aide et, tu sais, la collaboration est toujours faite. Tu sais, en fait, on entend du gros blabla qui est finalement pas du tout la réalité de ce qu'on vit en tant que famille d'accueil. Je parlais de famille d'accueil en parlant au passé, compte tenu qu'en janvier dernier, j'ai fermé ma ressource pour des raisons très nécessairement très importantes d'être connues par le public. Et c'est qu'il y a un réseau malade et qui est malade dû au fait que c'est le CIUS qui le rend dans cet état-là. Moi, j'étais une ressource de type familial où est-ce que j'accueillais des personnes vivant avec des difficultés et ma clientèle ne devait pas être une clientèle vivant avec des troubles de comportement, compte tenu que j'ai une famille et des enfants qui, soit dit en passant, se doivent vivre dans la ressource et qu'il est impossible pour une ressource de type familial d'avoir deux milieux. Donc, moi, c'était mon objectif au départ. Je voulais vraiment avoir une ressource de type familial et vivre avec. Par contre, les personnes que le CIUS nous réfère ne sont pas toujours des personnes qui devraient se retrouver avec des enfants de bas âge. Donc, j'imagine que vous avez vu l'article de journal où est-ce que je parle de la personne que j'ai accueillie et que le CIUS avait omis de m'informer que le jeune homme était psychopathe. En fait, moi, quand j'accueille des personnes chez nous, j'ai confiance en l'établissement et j'ai vraiment envie de m'assurer qu'ils care pour ma famille dans ce milieu-là. En fait, ça, c'est la pointe de l'iceberg parce que la suite de mon histoire s'est dégénérée d'une façon incroyable et même si j'étais une ressource irréprochable. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment un établissement comme celui-là puisse ruiner la vie d'une personne. En fait, d'être ressource d'accueil implique d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de s'engager dans une responsabilisation au niveau de personnes qui nous est confiée par l'État. En fait, il nous transfère la responsabilité de l'État sur nos épaules de responsables de ressources de famille d'accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est assez stressant, merci, de devoir laisser ta famille d'accueil à des personnes. Mais là, au CIUS, on nous dit, Madame Manceau, faut lâcher prise, faut prendre congé. Ouais, prendre congé, ça implique que si il arrive un accident dans ton congé, tu seras tenu responsable de l'accident qui s'est déroulé dans ta maison. Et ça, il faut que tu sois là pour être capable de dire que tu étais là et que c'était pas de ta faute. Parce que si ça donne que ton employé avait décidé de parler au téléphone pendant que la personne s'est sauvée, c'est pas toi qui étais là, donc c'est exactement comme si tu étais la personne responsable. Donc, quand on part en congé, on se doit d'être 24 heures sur 24 à un endroit où notre téléphone fonctionne parce que de toute façon, c'est l'engagement qu'on a avec l'établissement. Ça veut dire que si moi je quitte, je peux plus aller à la pêche, je peux pas aller dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Ça, c'est quelque chose qui est impossible. C'est la responsabilité et c'est ce dans quoi je me suis engagée.
L'autre chose, c'est que 24 heures sur 24, ça veut dire que même si tu as un traitement de chimiothérapie et que tu es à l'hôpital et que entre deux traitements de chimio, tu files pas bien, tu es à la maison, tu te dois de répondre aux besoins de ta clientèle parce que c'est pas vrai que le CIUS offre de l'aide et te supporte. Savez-vous ce qu'ils savent faire, le CIUS, à ces moments-là? J'ai une discussion aujourd'hui avec une dame qui a été hospitalisée pendant plusieurs semaines en cardiologie. Elle a failli mourir. Elle vient de revenir la première journée de son retour. C'est une évaluation où on décrit nos clients d'un bout à l'autre, c'est une évaluation d'autonomie pour notre clientèle, qui ça peut se faire n'importe quand. La clientèle qu'elle a, c'est des personnes qu'elle garde depuis longtemps, et c'est aucunement quelque chose qui est nécessaire pour elle de faire cet outil-là en retour d'hospitalisation où elle est allée à l'institut cardiologique, elle était aux soins intensifs pendant des semaines de temps. Elle se doit de se rendre disponible pour faire cette évaluation. L'autre chose, c'est savez-vous comment on gagne en étant ressources d'accueil? Le monde pense que ceux qui sont ressources d'accueil gagnent beaucoup d'argent. Sauf que je vais être avec vous des plus transparentes possibles. Par jour, on reçoit 25 $ pour couvrir tous les frais fixes et les frais de variables qui sont en lien avec chacun des usagers. Donc, 25 $ par personne pour couvrir les frais fixes. Ça inclut un déjeuner complet, une collation santé, un dîner complet, une collation santé à 3 heures, un souper complet, une collation santé en soirée, les breuvages, le lavage, le chauffage, l'électricité. Aussi, dans la nourriture, on se doit d'offrir les produits de salle de bain, d'hygiène, le déodorant, le savon, le shampoing, le savon à linge, le savon vaisselle, tout l'ensemble des frais. En fait, ça couvre tout l'ensemble des frais. Ça couvre, on est obligé d'offrir le câble, une partie d'Internet, le téléphone, le chauffage, l'électricité, et la personne doit être seule dans sa chambre avec une chambre 10 par 10 et avoir accès à des endroits communs dans la maison, dont la cuisine et le salon. Alors, pour toutes les familles, les personnes qui sont en attente de services, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on roule sur l'or quand on est famille d'accueil. C'est sûr qu'il y en a qui doivent réussir à faire de l'argent, puis qu'il y en a qui doivent... J'ai pas de doute. Sauf que quand tu es une bonne famille d'accueil, puis que tu as envie que tes personnes mangent des légumes plusieurs fois par jour, puis qu'ils mangent des fruits, puis qu'ils mangent des... moi, je vous dis que j'arrivais pas avec mon 25 pièces par jour. Sauf que je compensais sur l'autre partie qu'on reçoit. Ça s'appelle une partie... L'autre partie, c'est il existe un outil de détermination, de classification. Ça nous permet d'évaluer le niveau d'intensité d'accompagnement qu'on doit offrir à notre clientèle. Donc, le montant qu'on est supposé recevoir de tout ça est supposé d'être proportionnel à l'intensité d'intervention qu'on nous demande de faire auprès de notre clientèle. Sauf que, je sais, c'est de même dans toutes les régions, mais la personne qui travaille à évaluer notre clientèle, je sais pas si elle reçoit comme une promotion ou un genre de bonus à la fin de l'année quand elle a tout fait descendre notre clientèle, mais c'est une lutte incroyable pour pouvoir avoir l'argent que le ministère avait prévu en créant l'outil de détermination pour qu'on puisse avoir une équité au niveau des services qu'on offre à notre clientèle. Sauf que dans cet outil-là, il n'y a pas de gradation entre la personne qui menace de frapper et celle qui détruit ta face. Donc, dans le rapport de Mme Rinfrette, ce qu'on oublie de dire, c'est que les personnes qui détruisent nos faces, on n'a pas les outils financiers pour les garder. J'adore accompagner des personnes qui ont des troubles de comportement. Sauf que quand tu es en train d'accompagner une personne comme celle-là, puis qu'à chaque fois elle t'agresse, c'est dommage. Mais entre avoir un qui menace d'agresser, puis un qui agresse, on va prendre celui qui menace d'agresser. Est-ce qu'on se comprend? Les parents qui vivent de la discrimination avec leurs enfants parce que, ils sont difficiles, on ne trouve pas des ressources pour eux. Le problème, c'est pas l'enfant et c'est pas la famille et c'est pas les besoins qu'ils nous offrent. C'est qu'ils nous envoient des personnes dangereuses dans nos milieux en ne nous offrant pas la possibilité de les accompagner adéquatement. Quand tu te retrouves à être responsable d'une ressource d'accueil, tu reçois 25 $ par jour pour
pour faire manger ta personne et que le montant qu'il te donne pour quelqu'un qui frappe, mais qui se lave seul et qui mange seul proprement mais qui est désorganisé 24 heures sur 24, ça équivaut à un niveau 1 ou 2 parce qu'il n'arrive jamais à te donner le montant accordé aux troubles de conduite qui devrait être mis en place. Donc, pensez-vous qu'on a envie de mettre notre vie sur pause et de garder les personnes qui sont difficiles compte tenu qu'on ne reçoit pas le montant qu'on devrait recevoir pour pouvoir avoir de l'aide, avoir quelqu'un pour nous aider? Ce montant-là varie, ça peut être de 38 à 100 quelques dollars. Mais quand la personne que tu héberges te donne 38 $ de plus par jour, mais qui te nécessite beaucoup d'encadrement, pensez-vous que c'est possible pour un être humain qui se retrouve à avoir 5 personnes qui ont une déficience intellectuelle, à les accompagner sans avoir le moyen de te payer de l'aide? Mais je roulais pas sur l'heure, puis il n'y a pas personne qui peut dire j'ai pris aucune vacances pratiquement en 10 ans parce que j'arrivais pas à décrocher puis à partir m'assurer que ma ressource soit correcte. Donc, le rapport de la protectrice du citoyen me fâche parce que le problème, c'est pas les ressources. Parce que moi, j'étais prête à m'ouvrir 12 millions de maisons où est-ce que j'aurais pu adapter avec des salles d'isolement, je l'ai proposé je sais pas combien de fois, j'ai voulu m'impliquer, je m'implique sans arrêt auprès de la clientèle. J'adore les parents, je passe ma vie à les supporter, j'essaye le plus possible d'être impliquée dans la communauté, mais le CIUS, ce qu'ils veulent, c'est qu'on vive avec et qu'on passe 24 heures sur 24 avec notre clientèle, ce que j'étais contente de faire. Sauf que quand ils nous envoient des personnes qui ne cadrent pas dans notre milieu familial, on est supposé faire quoi en tant que ressource d'accueil? On demande une relocalisation, la personne se retrouve dans un autre milieu et là, ils n'informent pas bien l'autre milieu parce qu'ils doivent le déplacer en urgence parce qu'ils n'ont pas envoyé cette personne-là dans un milieu qui était normal ou un milieu qui était adapté pour cette personne-là. Ils nous demandent de garder ces personnes-là dans notre maison en n'adaptant pas notre milieu. Ah, il y en a des familles qui ont un milieu adapté et il y en a des familles, mais combien de batailles ils ont dû faire pour pouvoir adapter leur milieu en fonction des besoins de la clientèle? C'est une guerre sans arrêt. On passe notre vie à se battre contre le CIUS. On passe notre temps à essayer de démontrer tout ce qu'on fait pour accompagner ces personnes-là. Puis moi, aujourd'hui, je vous parle parce que je le sais à quel point j'ai été une ressource impeccable et qui était dévouée puis qui voulait me donner, qui a cru en ce système-là, mais le système ne croit pas en nous et le système nous méprise. On est méprisé par l'État en se dévouant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis en ayant une entrée d'argent qui n'a pas d'allure. Parce que sur le 38 $, 39 $ qu'ils nous donnent, qui peut se rendre jusqu'à, je ne sais pas si je ne sais plus comment c'est qu'on reçoit là, par rapport aux cotations, mais ce montant-là, sur ce montant-là, ils nous enlèvent un montant d'argent qui appelle un ajustement fiscal. C'est un pourcentage du montant qu'on reçoit sur le service d'assistance qui, pour eux, est notre paye, là, le 38 $ par jour. Là. C'est comme si... Parce que nous, on ne paye pas d'impôts, c'est pas imposable, on a un revenu à 0. Ça veut dire que moi, quand je fais mon relevé d'impôts, mon revenu est à 0, mais je paye un pourcentage du montant qui m'est attribué d'ajustement, de rétribution relié à l'assistance. Ça, c'est la partie considérée comme étant une pseudo-paye, 38 à 40 $ par jour, mettons, pour moi, là, ce que j'avais. Ça, c'était ma paye pour accompagner un de mes usagers qui, on se comprend que à 40 $ pour garder une personne toute une journée de temps, c'est assez quand même normal, surtout quand on les envoie au centre d'animation, puis les autres sont payés 25$ de l'heure pour les garder 7 heures. Nous, on a 40 $ par jour, mettons au maximum, là, pour moi que j'avais. J'étais une famille d'accueil qui tripait, qui aimait ma vie, même si c'était difficile, puis je luttais pas pour l'argent parce que je me disais c'est pas grave, j'aime mon monde, je veux pas qu'il arrive, je continuais, puis mais avec leur abus de pouvoir là, c'est parti. Fait que les familles, quand ils vous disent qu'ils n'ont pas de ressources là, ben il y en a plein de personnes dévouées qui ont envie de s'impliquer auprès de vos enfants. Puis moi là,
je m'implique encore auprès de vos enfants parce que je vais tout faire pour que le CIUS réagisse. Parce que c'est pas juste, le problème n'est pas juste un problème de santé, là. Le problème, c'est la manière qu'ils nous traitent. Ils nous traitent comme si j'ai jamais vu autant d'abus de pouvoir faits à des êtres humains. Je suis une personne qui donne 24 heures sur 24 de mon temps auprès de vos personnes. Je mérite du respect. Pour là, ce qu'ils peuvent gagner pour accompagner nos personnes que nous, on garde à 40 $ par jour. Mais ça, là, quand tu es passionné et tu tripes, c'est pas grave. Sauf que le gouvernement, sur le 40 $ par jour, le pourcentage du montant qu'il nous enlève, qui appelle un ajustement fiscal, au bout du mois, là, savez-vous combien ça donnait? Ça donnait qu'il m'enlevait 2800 $ par mois d'ajustement fiscal, mais que mon revenu était de 0 $. Donc, sur ma déclaration d'impôt, là, je peux pas mettre ma maison déductible d'impôt, je peux pas mettre mon loyer, mon épicerie déductible d'impôt, je peux pas mettre mes dents déductibles d'impôt, je peux pas mettre mes lunettes déductibles d'impôt, je peux mettre rien dans mon relevé de rapport d'impôt à la fin de l'année. Et eux m'ont enlevé 2800 $ par mois de non-impôt sur ma paye. Qui va où? On ne le sait pas. Puis après ça, on se demande comment ça, il n'y a pas de ressources d'accueil. Fait qu'en plus d'avoir 24 heures sur 24 la responsabilité de vos enfants, qu'on aime et qu'on a envie de prendre soin, le gouvernement essaie de nous fourrer sans arrêt. Sans arrêt. Rendu là, j'ai fermé ma ressource d'accueil parce qu'en plus de ça, une éducatrice corrompue a décidé de brimer ma réputation et a tenté par tous les moyens de brimer les droits d'une personne qui a une déficience intellectuelle et qui était vulnérable. Cette femme-là est encore dans les... On a un enregistrement qui parle, où est-ce qu'on a assisté à une rencontre entre l'intervenante et l'usager, où est-ce que c'est terrible ce qu'il y a sur cet enregistrement-là, où est-ce qu'elle essaie de brimer tous ses droits. Cette femme-là est encore au CIUS, puis elle se promène encore, elle accompagne encore des personnes vulnérables, même après avoir écouté cet enregistrement-là, qui, selon moi, aurait dû la guider à la porte. J'ai demandé à ce que cette femme-là n'ait plus de contact avec des personnes vulnérables et elle est encore en contact avec des personnes vulnérables. Aujourd'hui, je crie à l'aide avec un long message, probablement qui va être trop long pour qu'il soit écouté, probablement que personne ne va l'écouter. Sauf que les familles d'accueil ont besoin d'aide pour survivre, ils ont besoin de vous. Puis, en étant séparés, les parents des familles d'accueil, là, on ne s'aide pas. C'est ensemble qu'on est supposé faire les choses. C'est ensemble qu'on vit les affaires. Parce que moi, en tant que famille d'accueil, j'étais comme vous, un parent qui prend soin de mes personnes, puis qui les aime plus que tout, puis qui veut tout faire pour les intégrer dans la société. Vous pouvez les informer à tout le monde que vous connaissez, qui me connaissent. J'étais une famille d'accueil dévouée. Présentement, j'ai un projet que je construis avec ma gang qui m'implique plus en tant que famille d'accueil et c'est un projet Chambre en Ville. Je pense que vous pouvez le voir. C'est un projet qui va devenir un organisme communautaire. Mais j'ai quitté le réseau parce que le CIUS nous dénigre tellement. Il y a de l'abus de pouvoir. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce qu'ils nous font vivre comme famille d'accueil.